Hey, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Dans mon coin de pays, il est excellent. Ce début d'année m'a proposé une bonne dose d'introspection et de réflexion. Alors, quand on regarde en plus le chemin parcouru depuis 2018, c'est incroyable. Nous sommes passés d'une culture de choix très restreint à une abondance telle que la SQDC n'a même pas assez de tablettes pour accueillir tous les produits disponibles. Ça chiale quand même beaucoup. Alors, la SQDC a d'ailleurs osé une approche commerciale téméraire la semaine passée. Elle veut s'assurer d'avoir les plus bas prix au Canada pour nous, les petits Québécois. Merci. L'industrie officiellement n'a pas aimé. Pourquoi? C'est que le refus de se conformer provoque la pénalité ultime. Le produit, oui, pourrait être retiré de la vente à la SQDC. Mais les Québécois aiment ça, les prix bas. Est-ce que la SQDC a raté une occasion de se rapprocher de sa clientèle en oubliant d'annoncer publiquement sa nouvelle stratégie? Je ne crois pas. Peut-être que la SQDC attend seulement que l'industrie avale la pilule. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, je me prends un petit café, un instant. Hé, MJ! Ouais, mon habituel. C'est beau, tes cheveux courts. Avant d'oublier, j'oublie souvent de le dire, mais il y a des liens pour la plupart des nouvelles dont je vous parle dans l'épisode, et il y a même une transcription complète de l'épisode, si vous êtes curieux, curieuse. OK. Alors, on commence évidemment, comme d'habitude, par les licences octroyées par Santé Canada. Cette semaine, Santé Canada a octroyé 5 licences à travers tout le Canada. 3 en Colombie-Britannique et 2 chez nous, au Québec. Toutes les licences sont de type micro. Les licences octroyées au Québec, une donc pour Plantation CR Inc. et une autre pour G Récolte Inc. Alors, la première entreprise dans le coin de Poton, la deuxième devrait, d'après les adresses que j'ai vues sur le registre des entreprises du Québec, s'établir dans la région de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Et la deuxième entreprise appartient majoritairement à une femme. Bravo. Qu'est-ce qu'on dit? Merdoum pour la suite. La plus grosse nouvelle pour le Québec, j'en ai parlé. C'est le nouveau programme Plus bas prix au Canada de la SQDC. Comment l'industrie va-t-elle réagir? Mais va-t-elle réagir? J'ai eu quelques discussions publiques avec des acteurs de l'industrie qui défendaient la position de la SQDC. J'ai entendu ailleurs, par contre, qu'il y avait des gens qui s'organisaient pour une riposte. À voir. Alors, on commence notre flânage dans l'actualité du cannabis, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'un grand leader dans le cannabis? Oui, car celui qui veut être obéi doit d'abord savoir comment commander, disait Machiavel. Alors, je suis tombé sur un premier article, puis sur une demi-douzaine d'autres. Je vais vous résumer tout ça juste pour rigoler. Mais avant, une seconde. Merci, MJ, hein? J'ai encore ma bouteille d'eau. Et je suis prêt. Alors, on disait que j'ai trouvé plusieurs articles sur le leadership au plus haut niveau dans le cannabis. Je vous résume tout ça, comme j'ai dit. Un grand leader du cannabis doit avoir, des valeurs fortes réelles, ce qu'on appelle le pourquoi. 2, il doit avoir des talents précieux, ça c'est le savoir-faire. Et 3, il doit idéalement avoir un peu de vertu, c'est-à-dire c'est l'humain derrière le chef, quoi. Alors, quelles sont ces valeurs fortes? C'est une vision du monde optimiste, peut-être, mais aussi réaliste. C'est une personne qui communique efficacement. C'est aussi un équilibre entre la passion pour l'usine et les exigences d'une organisation professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va coucher à l'usine, hein? Et enfin, une soif d'apprendre et de s'améliorer de façon continue. Ça, c'était pour les valeurs fortes, réelles, le pourquoi. Maintenant, il faut des talents, un savoir-faire.
Donc, il faut comprendre quand c'est le temps d'être un leader et quand c'est le temps d'être un gestionnaire. Il faut être un expert en stratégie, mais apprécier la qualité d'une exécution, ou la comprendre, ou même être capable d'en former l'essentiel. Ensuite, il faut donc une profonde expérience des fonctions, des tâches centrées sur le consommateur, comme les ventes et le marketing. Et finalement, il faut une connaissance de la gestion financière et des questions informatiques. Donc, 1, c'est des valeurs fortes, 2, des talents précieux, le savoir-faire, et 3, un peu de vertu, c'est-à-dire l'humain derrière le chef. Et quelles sont ces vertus? Bien, il faut que le chef soit capable de s'épanouir, le chef, le leader, là, il faut qu'il soit capable de s'épanouir sous la pression, les charges de travail importantes et l'incertitude. Il doit notamment avoir aussi une capacité à gérer les attentes, surtout celles des investisseurs. Mais ensuite, c'est aussi important, celle des employés. C'est quelqu'un qui doit être soucieux des faits. Et finalement, il faut, semble-t-il, être humble. C'est génial, non? Le gag dans ce genre de truc, c'est que le leader est systématiquement la personne qui est en haut, une sorte de pape. Hein? Mais un bon leader, surtout, permet aux autres de déployer leurs ailes. Donc, le leadership n'est pas l'affaire d'une seule personne qui propage des sermons qui plaisent. Le leadership est pour tout le monde dans une entreprise qui émancipe les humains qui y travaillent. Tout le monde peut comprendre les rouages et l'importance de l'empathie. Tout le monde peut apprendre à communiquer efficacement. Tout le monde peut se sentir responsable et assumer cette responsabilité. Tout le monde peut reconnaître le travail bien fait. Et tout le monde devrait savoir que sans bons employés et collègues, une entreprise ne peut pas survivre très longtemps dans un contexte économique de haute compétition avec un environnement législatif chaotique au minimum dans le cannabis. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entreprise qui vous impressionne? Eh bien, c'est lui ou elle que vous devriez imiter. D'ailleurs, des employés d'une grande entreprise québécoise dans le cannabis me disaient au cours des derniers mois comment le big boss de leur entreprise surveillait leur travail avec empathie et considération. Dans ces employés, il y en avait des jeunes, il y en avait des plus vieux, mais tous subissaient le même charme. On parle ici donc d'un énorme producteur autorisé. Et ce bébé, le Big Boss, mais il critique à l'occasion, mais il remercie aussi ses employés pour leur accomplissement. Une main sur l'épaule et hop, le gars continue son chemin. Je vous raconte cette histoire-là car tous les employés qui me racontaient ces histoires-là étaient littéralement, je l'ai dit précédemment peut-être autrement, mais sous le charme du leadership de ce monsieur. Même de l'extérieur, c'était touchant. Donc, le leadership, il se rencontre au coin du corridor, pas au pique-nique annuel de la compagnie. Et si on allait flâner un peu en Thaïlande, je suis tombé sur une communication d'un gars qui s'appelle Don Lan, L-A-N-D. Il travaille pour The Thai Cannabis Corporation et à ce titre, il fait du lobbying aux États-Unis. Et je vais d'abord vous parler de son rôle de lobbyiste et ensuite de sa position sur les importations de cannabis en Thaïlande. Alors, comme lobbyiste, il veut développer des titres d'agriculture contrôlés pour le commerce international sur le marché libre des substances agricoles contrôlées. 2, il fait la promotion des opportunités de financement international pour les petits exploitants agricoles. Et finalement, 3, il veut aussi créer une nouvelle forme de titre et de certificat de confiance. Bon, pourquoi de ces histoires de titres? C'est que dans les pays en voie de développement ou moins développés, je préférerais dire, les agriculteurs passent une grande partie de leur vie à se battre contre les grands propriétaires terriens pour justifier avec des titres leur droit d'occuper une terre. Pardon. Ce lobbyiste comprend ce problème fondamental, mais ce problème, existe par exemple aussi au Brésil, où j'ai vu, quand j'y ai vécu, beaucoup de gens qui se battaient depuis des générations pour faire enregistrer des titres dans des cadastres ou des titres de notaire. Titre notarié. OK. On est d'accord. M. Lan se bat pour une version de l'agriculture du cannabis à petite échelle, exactement comme la tendance qui se précise au Canada. Après la première vague de méga-entreprises, la tendance est au Canada, comme en Thaïlande, aux petites entreprises, aux micro-entreprises. À sa façon, M. Land exerce un leadership comme il n'en existe pas dans l'industrie canadienne du cannabis, d'après ce que je vois en tout cas. Mais revenons à la communication de M. Land sur LinkedIn.
Sa deuxième communication, celle qui m'interpelle vraiment beaucoup, que je voulais partager avec vous, et je vais vous la livrer la plus texto possible. Alors ça commence comme ça. Nous, les membres de la communauté du cannabis de Thaïlande, qui comprend plus de 153 000 cultivateurs de cannabis, 18 000 cliniques et dispensaires de cannabis, et bien plus encore, nous appelons à un boycott des produits agricoles de cannabis étrangers, qu'ils soient introduits illégalement en Thaïlande ou par l'abus et les détournements criminels de permis de recherche et de développement. Ce qui fait que les prix du cannabis médical sont les plus chers du monde entier dans un véritable paradis où le cannabis pousse naturellement son meilleur. Ce vol flagrant sera stoppé avec le pouvoir du peuple. Fin de la citation. Est-ce que M. Land parle à son nom personnel ou à titre de lobbyiste? Je ne sais pas. Mais j'ai vérifié et il a encore son job aujourd'hui. Et il ne s'arrête pas là. J'ai trouvé un autre message, beaucoup plus ferme. Si vous êtes impliqué dans la contrebande de cannabis en Thaïlande ou dans la promotion de sa vente et de sa distribution, quittez le pays tant que vous le pouvez. Je vais faire cette annonce sur scène le 1er mars 2023 en public et en uniforme en tant que membre des forces spéciales royales thaïlandaises. Une dernière fois, partez maintenant. Si le 15 mars, vous êtes toujours là, vous serez déclaré comme une menace pour la sécurité nationale. Considérez ceci comme une gentillesse personnelle de ma part pour vous prévenir. D'ici là, vous n'êtes qu'un minable et pathétique voleur dont la police devra s'occuper. Après le 15 mars 2023, vous serez déclaré un prédateur vicieux et nous serons en chasse. Fin de la citation. C'est spécial le cannabis comme activité économique. La semaine passée, j'ai entendu parler d'un travailleur qui venait de quitter son emploi dans le cannabis au Québec. Tout normal, tout beau, tout bien, pas de problème. On m'a rapporté qu'il a dit que ce n'était pas facile de se trouver un job quand ton job précédent était dans le cannabis. Il semblait dire que ça ferme des portes. Le secteur est légal, mais tellement mal aimé et incompris, c'est incroyable. Je ne pense pas que les gens qui travaillent dans le secteur de l'alcool soient mal vus par des employeurs potentiels. Et pourtant, les nouvelles de la semaine dernière sur la dangerosité de l'alcool et les chroniques multiples dans les grands médias, qui rappellent les dangers énormes de ces toxines, ne changent en rien le destin de la SAQ, la Société des alcools du Québec, qui drogue allègrement les Québécois de molécules légales. Tout est dans la modération, va-t-on immédiatement me répondre. C'est peut-être même un slogan, hein? Mais ceci n'est pas vrai selon la science disponible aujourd'hui. C'est comme ça. Alors, plus largement, quelles sont les conséquences de cette perception négative du cannabis? Je suis sûr que vous pouvez en imaginer plusieurs. Au moment où j'écris ces lignes, je vois un article sur le média ontarien StratCan dont le titre est « Community College in New Brunswick cancels Cultivation Course ». Il s'agit du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le CCNB, qui avait lancé en 2017 une des premières formations de techniciens en culture de cannabis en partenariat, pas avec n'importe qui, avec Organigramme, Zenabis et le gouvernement provincial. Incroyable, mais à peine 5 ans plus tard, l'intérêt des jeunes semble avoir disparu pour ce type d'emploi, d'où l'annulation de la formation. Gérard Lausier, qui est le doyen et directeur du CCNB, a déclaré « Les besoins de l'industrie semblent minimes ou, à toute fin utile, ponctuels. Nous pouvons donc facilement y répondre avec une micro-certification. » Fin de la citation. Faut-il en conclure que la formation initiale était trop évoluée pour les besoins de l'industrie? Je ne le sais pas, je ne propose pas d'OVNI, d'opinion vulgaire non informée. L'avenir nous le dira. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le travail du cannabissier ou du budtender explose littéralement. Selon une étude de LinkedIn, les techniciens de dispensaires, ça aussi c'est cute comme nom, eh bien, ils se classent au 3e rang des titres d'emploi qui connaissent la plus forte croissance au Canada. Mais revenons au Québec une seconde. La semaine passée, le gouvernement a annoncé près de 4 millions de dollars pour des projets visant à contrer l'enfouissement des matières organiques. Les sachants dans le coin pourraient me dire le poids d'une récolte, le nombre de fleurs, versus le poids des plants, les branches, etc., que l'on jette.
Autrement dit, il doit bien exister un ratio qui nous permet d'extrapoler le poids des déchets organiques de l'industrie québécoise du cannabis. Actuellement, les producteurs autorisés mélangent leurs déchets organiques avec de la litière de chat et ils foutent ça aux poubelles. Voici donc ce que disait le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, nul autre que M. Benoît Charette. Et là, je le cite texto. Les villes et les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser le détournement des matières organiques de l'enfouissement. De cette manière, nous contribuons tous à réduire notre empreinte écologique et à réduire nos apports en GES. Les investissements d'aujourd'hui dans ces 3 villes vont permettre de continuer les efforts visant, entre autres, la mise en place d'outils pour le compostage. C'est donc un honneur d'annoncer ces projets qui s'inscrivent dans l'une des mesures du plan pour une économie verte 2030. Fin de la citation. Est-ce que vous pensez que l'industrie du cannabis pourrait embarquer dans ce genre de projet? Je n'ai pas vu le nom des municipalités, par contre, donc à voir. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que l'industrie du cannabis devrait embarquer dans un tel projet? A-t-elle été invitée au buffet? Je ne crois pas. Ça semblait s'adresser aux municipalités plutôt qu'aux entreprises. On verra bien. En attendant, tout va très bien, Madame la Marquise. Si le Québec a légalisé, nous ne sommes pas les seuls à tenter d'apprivoiser le cannabis. Il semblerait que c'est le tour de l'Espagne. Des chercheurs espagnols ont mené une nouvelle étude qui a comparé la santé des consommateurs réguliers de cannabis à celle de la population générale en Espagne. L'étude, publiée dans la revue Cannabis and Cannabinoid Research, n'a révélé aucun déclin de la santé des consommateurs réguliers par rapport à la population générale. Il ne faut pas oublier, l'Espagne a le 3e taux le plus élevé de consommation de cannabis en Europe. Et la possession de cannabis reste illégale. Les chercheurs ont élaboré un questionnaire basé sur l'enquête de santé publique catalane qui s'est intéressée à 419 consommateurs réguliers de cannabis dans la région de Catalogne. Les données ont été recueillies entre 2019 et 2022 et ont examiné des aspects tels que les données sociodémographiques, la santé générale et mentale, le mode de vie, le soutien social et la consommation de l'alcool, de tabac et d'autres substances. OK, c'est le temps d'une devinette. Alors, les écureuils, les ours ou les ours au Québec et les marmottes ont quoi de commun? Ou en commun? Les 3 animaux hibernent. C'est fort. C'est intéressant. Est-ce tout? Mais non. Les 3 animaux ont aussi un système endocannabinoïde. Alors, il semblerait qu'on vienne de démontrer que le système endocannabinoïde joue un rôle crucial dans la régulation de l'hibernation chez les mammifères. Est-ce que les Québécois fument plus en hiver qu'en été? C'est une saga pour une autre fois. Alors, le système endocannabinoïde est activé pendant l'hibernation. Il entraîne une production accrue d'endocannabinoïdes comme l'anandamide. Ces molécules réduisent la dépense énergétique et augmentent le stockage des graisses, permettant ainsi à l'animal de survivre à la période d'hibernation. Les endocannabinoïdes régulent également la température corporelle en réduisant l'activité du tissu adipeux brun, les graisses brunes. Il est également suggéré que ce système pourrait jouer un rôle dans la régulation du moment de l'hibernation. Alors, les recherches sur ce sujet sont encore en cours pour comprendre pleinement les mécanismes de régulation de l'hibernation et pour déterminer si cela pourrait être utilisé pour de nouvelles thérapies. Je me lève pas cet hiver! OK, j'ai découvert ces faits qui était nouveau pour moi, encore une fois, dans un texte de l'incontournable Cody Peterson, P-E-T-E-R-S-O-N, sur LinkedIn. Maintenant, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je partage beaucoup d'initiatives commerciales sur les avancées du chanvre en France et en Europe d'une façon générale. J'ai un respect énorme pour l'entrepreneuriat dans le système du chanvre outre-mer. Et j'ai trouvé un autre bel exemple à l'échelle européenne cette fois-ci. Il s'agit du projet du pôle européen du chanvre qui a vu le jour en 2018 grâce à l'initiative de plusieurs acteurs. Ce projet, qui a bénéficié du cofinancement du Fonds européen agricole et de développement rural, le FEDER, avait pour objectif la création d'une structure long terme, une structure pérenne. Eh bien, au cours des 4 dernières années, un travail de mobilisation gigantesque de l'écosystème chanvre et d'identification des besoins des filières de valorisation du chanvre a eu lieu. Plus de 350 personnes ont travaillé
participer aux activités proposées par le projet. Pourquoi? Dans le but simplement de favoriser le développement de la production, de transformation et des usages du chanvre sur le territoire européen. À la fin de cette phase d'incubation, une société coopérative d'intérêt collectif va être créée pour proposer des services sous forme d'actions d'animation d'écosystèmes et d'accompagnement de projets collectifs de développement économique. Et maintenant, si on allait flâner un peu à l'extérieur, j'ai déjà fait un épisode qui comparait la production du cannabis à l'extérieur à celui produit en bunker, la méthode privilégiée par les producteurs autorisés depuis les débuts de la légalisation. C'était dans l'épisode 92, intitulé « Le meilleur pot, intérieur ou extérieur ». C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup pour des raisons organoleptiques, de buzz, mais aussi environnementales, évidemment. Eh bien, il y a du nouveau sous le soleil et les consommateurs avertis ne seront pas surpris. Il y a une nouvelle étude qui compare les cultures extérieures et intérieures et cette étude conclut que les plantes cultivées à l'extérieur expriment des profils terpéniques uniques. Voilà, c'est dit. Oui, plus de variétés de THC rares et de terpènes dans le cannabis cultivé à l'extérieur par rapport à la production en intérieur. Alors, c'est pas moi qui invente ça. Des chercheurs de l'Université de Columbia à New York ont collaboré avec des producteurs autorisés pour cultiver du Red Velvet et du Cheetah Piss. Vraiment. En utilisant donc des clones pour l'intérieur et des clones pour l'extérieur. Alors, c'est fabuleux. L'analyse des échantillons de la récolte laisse voir qu'il existe une diversité phénotypique réelle entre les variétés de cannabis extérieures et intérieures. Et voilà la conclusion plus ou moins texto de la recherche. Une compréhension complète de la composition des métabolites secondaires, des cannabinoïdes et des terpènes cultivés dans différentes conditions environnementales et de première importance pour l'utilisation médicale et récréative du cannabis. Globalement, pour les deux cultivars, il y avait beaucoup plus de cannabinoïdes oxydés et dégradés dans les échantillons cultivés en intérieur. De plus, les échantillons cultivés en extérieur contenaient beaucoup plus de cannabinoïdes inhabituels, comme le C4 et le C6-THCA. Il y avait également des différences significatives dans les profils terpéniques entre le cannabis d'intérieur et d'extérieur. Finalement, les échantillons cultivés à l'extérieur présentaient une plus grande prépondérance de sesquiterpènes, notamment de B-cariophylle. Il est quelle heure? Oh, juste un instant, c'est l'heure. Hé, MJ, t'es sous? Ouais, c'est sûr, je reviens la semaine prochaine. OK. Bye. OK, j'ai encore un peu de temps. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'interaction entre l'alcool et le cannabis? On sait vraiment peu de choses, mais on sait que ces deux substances sont une des combinaisons de substances les plus impliquées dans les accidents de la route. Par hasard, je suis tombé sur une étude de 2015. C'est la première fois que je lisais que la consommation simultanée d'alcool et de cannabis produit des concentrations sanguines plus élevées de THC que la consommation de cannabis seul. Je n'avais pas besoin d'une preuve, je le sentais moi-même à l'usage, mais je vais lire cette étude pour en savoir un peu plus et je vous en reparlerai. OK, j'ai le temps de dernier partage pour aujourd'hui. Comment fidéliser les consommateurs de cannabis en 2023? C'est une question que tous les producteurs autorisés se posent dans le monde entier. Aux États-Unis, il y a une nouveauté. Les producteurs autorisés fidélisent leurs clients en leur vendant des graines. Imaginons que les 4 plants maison soient légaux au Québec. Pourquoi vendre des graines pour un produit que les gens pourraient acheter soit au médical, soit à l'SQDC? Est-ce que cela ne crée pas un manque à gagner? Il y a pourtant une logique facile à comprendre. Et là, je cite texto M. Carl Giannone, cofondateur de Trade Roots, qui est interviewé par Bart Shainman sur MGBiz pour un article. Alors, voici ce que dit le cofondateur de Trade Roots. Tous ceux qui ont un jardin potager au printemps et en été font pousser des tomates. Mais 98 % des tomates qu'ils achètent se trouvent dans un magasin. Il n'est pas le seul à penser comme ça. La compagnie Cookies fait maintenant la même chose et a commencé la vente de graines lors du dernier Black Friday. Son PDG, Berner, a dit ceci. « Nous voulons que tout le monde se sente capable d'explorer la plante et de passer au niveau supérieur d'éducation en matière de culture. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des clones, il s'agit de l'expérience du début à la fin. »
Même le PA canadien High Tide va vendre en 2023 des graines de cannabis aux États-Unis. Son PDG, Raj Grover, a déclaré « Les semences représentent pour nous un nouveau vertical complémentaire très intéressant. Nos intentions ont toujours été d'étendre et de renforcer notre chaîne de valeur intégrée et de fournir à nos clients une expérience complète du cannabis. » Fin de la citation. Le plus drôle, c'est que High Tide doit s'approvisionner auprès de fournisseurs américains car l'entreprise ne produit pas ses propres graines. La morale de l'histoire, tu n'as pas besoin de savoir tout faire. Par contre, tu dois savoir choisir ton partenaire. C'est comme dans la vie, dans le fond. J'en profite d'ailleurs pour saluer ma partenaire de vie, ma belle Babizinia. Et voilà, c'était le 136e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.